Cette vidéo va être consacrée à ce qu'on appelle la règle de la chaîne. La règle de la chaîne, c'est une règle qui dit comment on dérive une composée, mais qui fait intervenir une fonction de deux variables. Avant de s'intéresser à ce problème précis, on va plutôt revenir au cas d'une composée de fonction à une variable. Vous savez bien que quand on dérive par rapport à t une quantité du type f de u de t, ça donne la célèbre formule f' de u de t fois u' de t. Il peut être intéressant d'avoir une vision géométrique de cette formule, puisque vous allez voir que ça va servir pour le cas des fonctions à deux variables, en voyant u de t comme un arc paramétré. D'une certaine manière, u de t c'est une quantité réelle, donc c'est une quantité qui va coulisser sur l'axe des réels en allant vers la gauche, vers la droite, et en prenant donc une certaine plage de valeur qu'on va représenter ici en rouge. La vitesse de variation de u de t, c'est bien évidemment u' de t. Alors là, on a représenté le cas de u' de t positif, ce qui fait que u de t se déplace vers la droite, mais il pourrait parfaitement se déplacer vers la gauche. Maintenant, si on s'intéresse à f de u de t, il peut être tout à fait utile de représenter sur le même schéma ici le graphe de cette fonction f qui est ici en bleu clair. De cette manière, vu qu'on a u de t sur l'axe des abscisses, eh bien on a f de u de t qui est sur l'axe des ordonnées et qui lui aussi va coulisser, mais sur l'axe des ordonnées, en allant vers le haut ou vers le bas, et en prenant donc une plage de valeurs qui va être les valeurs prises par la fonction f et qu'on peut voir ici en noir sur le graphe. Une autre quantité qui va être intéressante de représenter sur le schéma, c'est la pente de la tangente en u de t, et cette pente, elle vaut f' de u de t. Ça aussi, c'est la donnée d'une vitesse, puisque ça donne la vitesse de variation de la fonction f au voisinage de ce point u de t. Maintenant, la formule de la composée, qui s'intéresse à comment varie f de u de t, eh bien, elle s'intéresse donc à la vitesse ici sur l'axe des ordonnées à gauche, à laquelle varie f de u de t, c'est-à-dire d sur dt de f de u de t. C'est cette quantité qu'on regarde. Et d'une certaine manière, la règle de composition qu'on a écrite à gauche, elle nous dit que cette vitesse de variation, elle est égale à ça fois ça. C'est en fait une règle qui dit qu'on multiplie les deux vitesses. Bon, maintenant qu'on a vu le cas des fonctions à une variable, venons-en aux fonctions à deux variables. Alors, c'est un peu plus compliqué puisque, par définition, une fonction à deux variables, il va falloir lui donner deux paramètres. La règle de la chaîne qu'on va voir dans cette vidéo, c'est une règle qui s'intéresse au cas le plus simple, c'est-à-dire le cas où ce qu'on donne en argument, c'est deux fonctions à une variable, c'est-à-dire gamma 1 de t, gamma 2 de t. Et la question qu'on va se poser, c'est comment dériver par rapport à t cette quantité. Si on fait d sur dt de tout ça, qu'est-ce que ça donne? Voilà, c'est ça la question qu'on va se poser dans cette vidéo. Alors, avant de regarder donc les aspects calculatoires, il faut bien comprendre cette situation. Tout d'abord, on a tout intérêt à poser gamma de t, qui est égal à gamma 1 de t, gamma 2 de t, de voir ça vraiment comme un unique couple. Gamma de t, du coup, va être un arc paramétré. Un arc paramétré, c'est pas compliqué du tout, c'est juste un point qui se balade dans R2. Avec ici son abscisse qui vaut gamma 1 de t, comme on l'a dit précédemment, et qui coulisse vers la gauche ou vers la droite sur l'axe des abscisses, et son ordonnée, gamma 2 de t, qui coulisse sur l'axe des ordonnées. Sur le même schéma, on peut représenter gamma prime de t, qui va donc être la vitesse ici en ce point, la vitesse de variation de notre point, exactement comme la vitesse en physique, quand vous avez un point qui se balade dans le plan ou dans l'espace. Pour rappel, gamma prime de t, il n'y a absolument aucun mystère sur comment le calculer. C'est juste le vecteur gamma 1 prime de t et gamma 2 prime de t. Donc, vous voyez que maintenant, si on regarde f de gamma de t, ça signifie qu'on est en train de regarder la fonction f, mais pas sur R2 tout entier, uniquement le long de cet arc paramétré. Pour voir visuellement ce que ça donne, je vous propose qu'on regarde un cas précis, un exemple précis. On va s'intéresser à un arc paramétré tout bête, gamma de t, on va poser que c'est t carré. Où est ce point dans le plan? Regardez, c'est pas compliqué, il est ici. Son abscisse t, son ordonnée t carré. On comprend tout de suite que ce point, il va en fait se balader sur la courbe qui est en rouge ici, et qui n'est autre que la parabole d'équation y égale x2, puisque son ordonnée t carré est bien égale au carré de son abscisse, c'est bien t, son abscisse, au carré. Voilà, donc gamma de t se balade là-dessus. Maintenant, ce gamma de t, on va lui appliquer une fonction à deux variables, et là on a choisi le cas d'une fonction qu'on avait déjà rencontrée dans une précédente vidéo, la fonction qui a x, y à ceci, racine de 1 moins x2 moins y2. Souvenez-vous, le graphe de cette fonction, c'est la demi-sphère supérieure.
Cette fonction n'est pas définie sur R2 tout entier, elle n'est définie que sur le disque unité qu'on a représenté ici en vert là, sur ce schéma, puisqu'il faut bien que ce qu'on donne à la racine carrée soit positif. Maintenant, que se passe-t-il donc si on regarde f de gamma de t? D'abord, cette quantité f de gamma de t ne va pas être définie pour tout t, puisque comme on l'a dit, il faut que gamma de t appartienne à ce disque unité. Ce qui signifie sur le dessin de gauche qu'il faut que gamma de t soit à l'intérieur de ce cercle bleu qu'on a représenté ici. Vous voyez bien que pour certains t, gamma de t va être à l'intérieur de ce cercle, et pour d'autres t, ça ne va pas être le cas. Maintenant, pour ces t là, où gamma de t appartient bien à ce disque unité, qu'est-ce que ça donne? Eh bien là, regardez ce schéma. Ça va donner cette chose-là. Le point gamma de t, il est ici. Regardez, il coulisse sur cette parabole qu'on a également représentée en rouge et qui est vue un peu là d'en haut, mais d'en haut de biais, là, avec un angle d'inclinaison. Et donc, si jamais on regarde f de gamma de t, eh bien ça nous ramène à ce point-là. Alors, pas tout à fait ce point-là dans R3, mais l'altitude f de gamma de t, c'est l'altitude, la cote de ce point-là, qui elle-même va coulisser verticalement ici, lorsque gamma de t va se balader sur la parabole. Les valeurs qui vont être prises par f de gamma de t, on va les voir ici, sur cette courbe qu'on a représentée en noir, hein, puisque c'est en fait non pas le graphe de f tout entier, mais uniquement sur en quelque sorte sur cette parabole gamma de t. Le but de cette vidéo, c'est donc de quantifier la vitesse avec laquelle coulisse f de gamma de t verticalement, c'est-à-dire de s'intéresser à d sur dt de f de gamma de t. C'est à ça que va servir la règle de la chaîne. Eh bien, allons-y, règle de la chaîne, c'est le théorème central de cette vidéo. Voici le contexte théorique. F désigne une fonction C1 sur oméga. Ici, oméga désigne un ouvert de R2. I désigne un intervalle de R et gamma 1, gamma 2 désigne deux fonctions de classe C1 sur cet intervalle I. On suppose que la fonction gamma, qui est donc la fonction qui a t associe le couple gamma 1 de t, gamma 2 de t, est à valeur dans cet ouvert grand oméga, de façon à ce que f de gamma de t soit bien défini. Du coup, cette fonction composée f rond gamma, qui est donc la fonction qui a t associe f de gamma de t, c'est-à-dire f de gamma 1 de t virgule gamma 2 de t, le théorème dit que cette fonction est de classe C1, en tant que fonction à paramètres réels, hein, et que, pour tout t appartenant à i, d sur dt de f de gamma de t, c'est-à-dire f rond gamma prime de t, c'est égal à, regardez bien cette formule, le gradient de f en gamma de t, scalaire gamma prime de t. Quand je dis scalaire ici, je fais référence à un produit scalaire usuel dans R2. Pour bien mémoriser cette formule, je pense que c'est intéressant de faire le parallèle avec la formule sur les fonctions à paramètres réels, qui en fait est quasiment la même. Vous voyez ici que le f', comme d'habitude, a été remplacé par le gradient de f, et que le produit qu'on avait a été remplacé par un produit scalaire. En ce qui concerne la démonstration de cette formule, en fait, l'idée est très simple, c'est la composition de deux développements limités. Le premier, un développement limité qui porte sur la fonction gamma. Mettons qu'on lui fasse un développement limité en un point t0. Donc ça donne cette chose-là, avec, regardez, à cet endroit-là, un petit o qui est vectoriel. Hein. Là, ce qu'on appelle petit o vectoriel de 1, c'est tout simplement un vecteur qui est composé de deux fonctions, petit o de 1, petit o de 1, c'est-à-dire deux fonctions qui tendent vers 0. Mais cette formule, ça n'est rien d'autre que le développement limité à l'ordre 1 en t0 de la fonction gamma. Et puis, deuxième développement limité, c'est le développement limité à l'ordre 1 de la fonction f, donc dl en un point x0. Et vous voyez que c'est ce dl qui fait apparaître le gradient de f en x0 scalaire quelque chose. Pour obtenir le théorème, eh bien, tout simplement, on va appliquer, vu qu'on veut f de gamma de t, on va appliquer ce deuxième développement limité à exactement à ce qu'il faut pour qu'à cet endroit-là, dans f, on ait ce qu'on veut, c'est-à-dire gamma de t0 plus h, pour obtenir f de gamma de t0 plus h. Et pour faire ça, c'est pas très compliqué, en fait, il faut juste l'appliquer en x0 égale gamma de t0, et en h qui est égal à gamma de t0 plus h moins gamma de t0. Là, maintenant, je ne le fais pas parce que c'est un peu fastidieux, mais il suffit de faire la substitution et ça montre le théorème. Au-delà de la démonstration, le fait que la variation de f de gamma de t fasse intervenir dans cette formule le produit scalaire entre d'une part le gradient de f en ce point et gamma prime de t,
Ça n'a en fait rien de surprenant puisque, regardez le dessin, gamma prime de t, ça nous donne la vitesse de déplacement instantanée du point gamma de t au moment où on est en train de regarder, c'est-à-dire en t. Et par ailleurs, le gradient de f en ce point, ça nous donne dans quelle direction f augmente. Donc le fait de faire le produit scalaire entre ces deux quantités, ça traduit tout à fait le fait qu'elle va être d'autant plus grande qu'on est en train justement de se déplacer dans la direction de montée de f, ou pas d'ailleurs, puisque justement si jamais gamma prime de t se déplace dans une direction plutôt opposée au gradient de f, en ce point gamma de t, eh bien la variation va être négative, donc ça n'a vraiment rien de surprenant. À ce titre, d'ailleurs, il est tout à fait intéressant de revenir au cas particulier des lignes de niveau. Regardez, imaginons qu'on représente ici une ligne de niveau de la fonction f, et maintenant, imaginons qu'on représente un arc paramétré gamma de t qui se déplace très précisément sur cette ligne de niveau. On peut représenter donc en un point gamma de t sa dérivée gamma prime de t, qui est donc sa vitesse, et qui va donner une direction qui va être tangentielle, bien sûr, hein, à cette ligne de niveau. Eh bien, regardez ce qu'on peut dire. Si on regarde f de gamma de t dans cette situation précise. Par définition, vu qu'on est en train de se déplacer sur une ligne de niveau, bah, f de gamma de t, c'est une constante. Donc, puisque c'est une constante, eh bien, quand on dérive cette quantité par rapport à t, eh bien, ça donne 0. Ah bah oui, mais sauf que, justement, d'après notre formule, ça, c'est censé valoir le gradient de f en gamma de t, scalaire gamma prime de t. Donc, si ça vaut 0, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces deux vecteurs sont orthogonaux. Donc ça, géométriquement sur le dessin, regardez à gauche ce que ça donne. Ça nous donne très exactement que le gradient de f en un point d'une ligne de niveau va être orthogonal à cette ligne de niveau. Passons maintenant à la pratique. Imaginons qu'on a une fonction f qui est définie sur R2 à valeur dans R et qui est bien de classe C1. Que donnerait la dérivée de cette fonction qu'on va appeler la fonction alpha, qui est une fonction de R dans R et qui à t associe par exemple f de sinus t, virgule, t puissance 5. C'est exactement le genre de situation qui est réglé par la règle de la chaîne. Eh bien, allons-y, faisons-le. Tout d'abord, pour se mettre dans les notations du théorème précédent, on va poser que gamma de t est égal à, pour tout t, sinus t et t puissance 5. Cette fonction gamma, elle est parfaitement de classe C1, et quand on la dérive, gamma prime de t, bah, ça donne la dérivation composante par composante, donc cos t, 5t puissance 4. Maintenant, que dit le théorème? Il dit que la fonction alpha qu'on a définie dans l'énoncé, elle est de classe C1 sur R, et que pour tout t appartenant à R, ça donne que alpha prime de t est égal donc au gradient de f en gamma de t, scalaire gamma prime de t. Mais maintenant, on peut expliciter ces quantités. Le gradient de f en gamma de t, c'est donc d'une part d rond f sur d rond x en gamma de t, donc en sinus t, t5, et puis d'autre part exactement la même chose avec d rond f sur d rond y. Et donc on fait le produit scalaire entre ça et ce fameux vecteur gamma prime de t qu'on avait calculé précédemment. Et là maintenant on fait le produit scalaire, on l'écrit et ça donne cette formule-là, d rond f sur d rond x en sinus t, t5 fois cos t, plus d rond f sur d rond y en sinus t, t5 fois 5t puissance 4, on a gagné. Cet exemple et le fait qu'on ait poussé les calculs jusqu'au bout, il nous a permis de voir ce que donnait la formule quand on l'écrivait de manière développée, en écrivant vraiment le produit scalaire. Et ça donnait la chose suivante, la dérivée par rapport à t de f de gamma de t, c'était la somme de deux termes. Le premier, d rond f sur d rond x en gamma de t fois gamma 1 prime de t, plus, deuxième terme, d rond f sur d rond y de gamma de t fois gamma 2 prime de t. Voilà, c'est ça qui se passe quand on fait le produit scalaire des deux quantités. Et en fait, cette formule développée, elle va nous permettre d'avoir une autre vision de cette règle de la chaîne qui, à mon avis, est beaucoup plus utile en pratique dans les calculs. Regardez, suivez-moi bien. On va reprendre du début. En fait, si jamais on regarde la quantité f de gamma 1 de t, gamma 2 de t, et qu'on imagine ici qu'on fait varier t, eh bien, on a deux variations à deux endroits. Ça bouge ici, d'une part, et ici, d'autre part. Imaginons, premier cas, qu'on s'intéresse à la variation de cette quantité dans le cas où ça bouge uniquement sur la première composante ici, c'est-à-dire en supposant que la deuxième est une constante à cet endroit-là. Alors là, on est en train en fait de composer deux fonctions à paramètres réels, hein, puisque comme on a fixé y, eh bien, on est en train de composer gamma 1 avec la fonction partielle de f à y fixée. Donc là, c'est la règle de dérivation du composé tout à fait classique. C'est d rond f sur d rond x, en notre point, fois eh bien, gamma 1 prime de t. Voilà. Et on s'aperçoit que cette quantité, c'est exactement le premier terme qu'on avait obtenu dans la formule précédente. Maintenant,
deuxième cas, imaginons qu'on s'intéresse à cette quantité, mais en supposant que la première composante est constante et qu'on ne fait varier que la deuxième. À ce moment-là, on est aussi en train de composer deux fonctions à paramètres réels qui sont gamma 2 d'une part, et puis la fonction partielle de f, cette fois-ci à x fixé. Donc la formule de composition, elle nous donne que la dérivée de ça par rapport à t, c'est d rond f sur d rond y, en gamma 1 de t, gamma 2 de t, fois gamma 2 prime de t. Là, en fait, on a multiplié les deux vitesses avec la formule qu'on avait au tout début de la vidéo. Et on voit que cette quantité, c'est le deuxième terme de la formule. Donc, que dit la règle de la chaîne? Ce qu'elle dit moralement, c'est que ces deux contributions s'additionnent. Dans le cas général, elles s'additionnent. Et cette vision des choses, en fait, vous allez voir qu'elle permet de faire des calculs de façon très efficace. Regardez, on va reprendre le cas du alpha de t qu'on avait précédemment, la f de sinus de t, virgule t puissance 5. On peut dire la chose suivante. Si jamais on fait varier t, ça bouge ici et ici. Analysons d'abord le mouvement sur la première composante, à cet endroit-là. Sinus de t, sa vitesse de variation, c'est cosinus de t. Et cette vitesse, il va falloir la multiplier par la vitesse de variation de f selon sa première coordonnée, puisque ici, c'est comme si on avait fixé la deuxième et qu'on ne faisait varier que la première. Donc il faut, règle de multiplication des vitesses, multiplier ça à d rond f sur d rond x en notre point sinus t, virgule t5. Ça, c'est la première contribution. Cette première contribution, il faut donc l'additionner maintenant à la deuxième contribution, où cette fois-ci, on analyse le comportement, la variation de t à cet endroit-là. T puissance 5, sa vitesse de variation, c'est 5 fois t puissance 4. Et on multiplie cette vitesse à la vitesse de variation de f selon sa deuxième coordonnée, c'est-à-dire on multiplie par d rond f sur d rond y de sinus t fois virgule t5. Et voilà, on a obtenu le résultat qu'on avait obtenu à la fin de notre exemple, avec en fait un seul calcul. Donc moi, cette petite méthode, cette façon de voir les choses, je vous la conseille parce que je pense qu'elle est plus efficace. Autant sur les aspects théoriques et les aspects géométriques, la formulation avec le gradient est supérieure parce qu'elle permet de voir les choses, autant dans les calculs pratiques, c'est plutôt cette méthode que je vous conseille. À vous de jouer, voici un petit exercice d'application. Mettez pause dans la vidéo et faites-le, on corrige juste après. Voici la correction, vérifiez que vous avez bien obtenu le bon résultat. On arrive dans cette vidéo à une remarque importante, là suivez bien. Jusqu'ici, on s'est intéressé à une fonction f qui est une fonction à deux variables et la règle de la chaîne qu'on a énoncée s'intéressait au cas où on donnait en paramètre deux fonctions à une variable, des quantités qui ne dépendaient que de t. Mais que se passe-t-il si maintenant on complique la situation et qu'on met en paramètre de f deux fonctions à deux variables, phi de uv, psi de uv? D'abord, la première remarque, c'est que si jamais on crée un tel objet, eh bien c'est une fonction de u et v, donc une fonction à deux variables. Mettons qu'on appelle cette fonction g. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est capable de dériver g? Alors dériver g, ça veut dire quoi pour une fonction à deux variables? Ça veut dire déterminer son gradient, c'est-à-dire déterminer ses dérivées partielles. Est-ce qu'on peut déterminer d rond g sur d rond u et par ailleurs d rond g sur d rond v? On a l'impression, en écrivant les choses comme ça, qu'il s'agit d'une nouvelle situation, mais en fait, pas du tout. Regardez bien. Imaginons qu'on s'intéresse à d rond g sur d rond u en uv. Par définition, c'est d sur du de cette quantité f de phi de uv, psi de uv. Et comme ici, on dérive par rapport à u, eh bien, ça consiste dans la dérivation à considérer que les v sont fixés, ce sont des constantes. Donc maintenant, à l'intérieur de ce crochet, si on voit cette quantité uniquement comme une quantité de u, eh bien on peut l'appeler gamma de u, et on est ramené en fait à la situation de la règle de la chaîne tout à fait traditionnelle. Donc là, il suffit d'appliquer la règle de la chaîne. Regardez, on va le faire ensemble, donc on va additionner avec la deuxième méthode là, les deux contributions. Donc tout d'abord, la contribution qui est la dérivée par rapport à u qui se passe ici, c'est d'abord la vitesse de variation de phi par rapport à u, donc bon, ça c'est d rond phi sur d rond u de uv, qu'il faut multiplier à la vitesse de variation de f par rapport à sa première coordonnée, donc d rond f sur d rond x, en ce point, phi de uv, psi de uv, plus deuxième contribution, maintenant on voit ce qui se passe au niveau de la variation en u ici à cet endroit-là. Donc la variation de psi en u, c'est d rond psi sur d rond u en uv, qu'il faut multiplier à la vitesse de variation de f selon sa deuxième coordonnée, donc d rond f sur d rond y en notre point. Et voilà, on obtient cette formule de dérivation.
Si maintenant on s'intéresse à déronger sur d rond v, en fait c'est exactement la même chose, sauf que cette fois-ci on regarde d sur dv de cette quantité. Donc cette fois-ci c'est u qu'on considère comme une constante et on ne s'intéresse qu'à la variation selon v. Et donc ça va donner en fait exactement la même formule, sauf que quand on regarde les variations de phi et de psi, on ne les regarde pas selon u, mais selon v à cet endroit-là et à cet endroit-là. Voilà, vous voyez que ces formules de dérivation, quand on les écrit comme ça, elles prennent toute la place sur la feuille, on a l'impression qu'elles sont très compliquées. Mais ce n'est pas vraiment le cas, c'est juste l'utilisation de cette règle de la chaîne. Il faut juste maîtriser ce qu'on fait, contribution par contribution. Elles sont importantes parce qu'en fait, elles sont particulièrement utiles en physique, en deuxième année, et les collègues de physique nous le disent très souvent en salle des professeurs. Donc essayez de les retenir. On va voir si vous avez compris. Voici un petit exercice d'application. Mettez pause dans la vidéo et on corrige juste après. Et voilà le résultat. Alors, vous avez bon? On va terminer cette vidéo avec une notion qu'on a en fait déjà évoquée dans une précédente vidéo, à savoir la notion de dérivation d'une fonction f à deux variables, donc définie sur R2 ou éventuellement sur une partie de R2. Donc la dérivation de f selon un vecteur v. Regardez la question qu'on se pose. Donc on prend un point de R2 x0 et le but c'est d'obtenir son comportement local mais le long d'une droite ici qui serait par exemple dirigée par un vecteur v. En fait, cette situation, maintenant qu'on a fait la règle de la chaîne, c'est un cas particulier d'une situation où on regarde la fonction f sur un arc paramétré. Pour s'en rendre compte, il suffit ici de poser un gamma de t qui serait un point de R2, un arc paramétré, qui suivrait très exactement cette droite. Alors, il y a plein de façons de le paramétrer, mais sans doute la façon la plus simple pour que ça marche, c'est de poser gamma de t qui est égal à x0 plus t fois v. Là, par définition, gamma de t va se déplacer sur cette droite. D'un point de vue physique, cinématique, ici, le mouvement qui est décrit par gamma de t, c'est un mouvement rectiligne uniforme puisqu'il se fait selon une seule direction et selon une vitesse constante qui est la vitesse v. D'ailleurs, quand on dérive ici gamma, ça nous donne que gamma prime de t est égal à v, une constante. Alors, c'est une constante vectorielle, mais c'est une constante. Nous, on s'intéresse à quoi? Donc, on s'intéresse à ce que vaut f sur cet arc paramétré, c'est-à-dire à la quantité f de gamma de t, et on peut noter cette quantité, gv de t, puisque bien évidemment, elle dépend du vecteur v qu'on s'est fixé. Cette quantité, en fait, on sait parfaitement estimer sa vitesse de variation. C'est la règle de la chaîne, donc ça donne la chose suivante. gv' de t, c'est le gradient de f en gamma de t, scalaire gamma prime de t. Et comme on l'a dit, gamma prime de t, c'est constant, c'est égal au vecteur v. OK. Maintenant, revenons à notre objectif initial. Nous, ce qu'on veut, c'est le comportement de f, regardez le schéma, vraiment au voisinage de x0. Pas seulement sur cette droite, mais vraiment au voisinage ici de x0. Donc là, il faut faire un peu attention à ce qu'on veut. Gamma de t, quand est-ce qu'il passe exactement en x0? Là, revoyez la définition de gamma de t. En fait, ici, gamma de t vaut x0 lorsque t vaut 0, tout simplement. Donc, la quantité qui va en quelque sorte caractériser la vitesse de variation de f en x0 selon ce vecteur v, ça va être gv' en 0. Et là, pour ça, il suffit d'évaluer la formule qu'on avait précédemment en t égale à 0, et ça nous donne donc le gradient de f en gamma de 0, c'est-à-dire en x0, scalaire v. Voilà. C'est cette quantité-là, gv' de 0, qu'on appelle la dérivée de f en x0 selon le vecteur v. Alors, à quoi sert cette notion? En fait, on peut se dire que cette notion, c'est juste un cas particulier de ce qu'on voyait avant, c'est-à-dire prendre f sur un arc paramétré. Mais on lui a donné un nom et un sens en mathématiques simplement parce qu'elle généralise en quelque sorte la notion de dérivée partielle. Regardez, si jamais on fixait un point x0, les dérivées partielles d rond f sur d rond x et d rond f sur d rond y, elles donnaient les variations horizontalement et verticalement. Et là, simplement, cette notion, elle permet de parler des variations de f selon une autre direction.